Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Boost Conversion. Je suis Sébastien Tortus, son fondateur. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais répondre à toutes les questions que vous avez pu me poser sur LinkedIn, sur YouTube, sur Instagram, dans une FAQ spéciale un peu sur mon parcours entrepreneurial. Donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez apprendre des choses et que peut-être vous aurez même des idées pour vous, soit entreprendre, soit continuer votre entreprise. Donc on va commencer tout de suite avec qu'est-ce qui t'a poussé à lancer une agence CRO? Eh bien, en fait, c'est une combinaison entre frustration et passion. Frustration d'abord parce qu'en fait, je voyais des marques avec un vrai potentiel qui le gâchaient avec des taux de conversion qui étaient pas terribles, avec des coûts d'acquisition qui explosaient. Et moi, je viens d'une famille où chaque euro compte. Alors, voir des marques dépenser de l'argent, j'ai presque envie de dire un peu bêtement dans des stratégies qui étaient pas rentables, ça m'a beaucoup frustré parce que je sentais que je pouvais les aider. Et en parallèle, il y avait de la passion, passion pour les entreprises, passion pour les entrepreneurs. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé justement cette motivation d'entreprendre et donc j'avais envie de les aider. Et en plus de ça, j'ai toujours considéré que les marques, elles pouvaient avoir un impact social, elles pouvaient avoir un impact environnemental et évidemment un impact économique. Et donc je me disais, bah tiens, je pense qu'avec l'optimisation de la conversion, faire en sorte que quand tu as 100 visiteurs qui arrivent sur ton site, au lieu d'en convertir 2, tu en convertis 3, 4, 5, et ben je me disais que c'était positif et pour les marques et pour les gens. Et ça me passionne. Et quand je vois qu'on a des clients comme Spring avec qui on a réussi à booster le revenu par utilisateur de 34%, donc ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un rentre sur leur site, ils font 34% de plus de business, bah je me dis que finalement il y a une sorte de trésor sous les sites web et que mon rôle c'est de venir les déterrer. Donc voilà pourquoi ça me fait envie de lancer une agence CRO. Alors ensuite on passe à la deuxième question. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur? En fait, c'est tout simplement la condition de mes parents. Mes parents, ils n'ont pas eu la chance de pouvoir aller à l'école quand ils étaient jeunes. Du coup, ils ont enchaîné les jobs au SMIC sans très grandes ambitions. Du coup, j'ai très vite su, très tôt, que je voulais pas être comme eux. L'idée n'était pas du tout de les mépriser, loin de là. L'objectif, c'était justement de leur montrer, de les récompenser, et de leur dire que tous leurs efforts n'ont pas servi à rien et que finalement, ils ont réussi à élever un enfant qui va peut-être pouvoir avoir une vie dont eux auraient pu rêver, une vie justement faite d'entreprise, une vie faite un peu plus de réussite, un peu plus de succès. Et c'est vrai que ça a été ma motivation pour devenir entrepreneur. Du coup, dès mon plus jeune âge, à mes 8 ans, je me suis abonné à Capital, à Management, au magazine de l'époque. Je commence à être un petit peu vieux, justement pour apprendre. Et en fait, au lieu de regarder des dessins animés comme la plupart de mes camarades d'école, moi, je lisais ça. Et c'est ça qui me faisait rêver, c'est ça qui me donnait justement cette ambition d'être bon à l'école, de m'en sortir, d'être ambitieux, etc. Et vraiment, tout ça qui m'a finalement propulsé finalement dans l'entrepreneuriat, c'était cette détermination finalement de changer de classe sociale. Et non pas que pour une question d'argent, mais aussi une question de liberté, une question d'estime de soi, une question de réalisation de soi. Parce que c'est vrai que moi, j'avais aussi mon père qui se plaignait beaucoup des patrons en se disant que c'était un peu tous des cons, parce qu'il avait la sensation, en fait, de pas être reconnu à sa juste valeur. Et du coup, je me suis dit, moi, je veux pas vivre ça. Je veux pas qu'on me dise que je suis pas assez bon. Je veux pas qu'on me dise que je mérite pas plus, que je mérite pas plus de salaire ou quoi que ce soit. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre les cartes que j'avais dans les mains et que j'allais jouer, quitte à échouer, mais j'allais jouer et c'est ça qui était important. Et pour moi, c'est vraiment cette forme de liberté qui me plaît parce que je me dis, je peux gagner, je peux échouer, mais je suis seul à prendre la décision. C'est ce que je dis souvent, je préfère gagner 1000 euros tout seul, mais en me disant peut-être que demain je pourrais gagner 2000, 3000, 4000, mais c'est pas quelqu'un qui va décider à la fin de l'année, suite à un entretien dans lequel il m'aura peut-être un petit peu maltraité, qui va décider que je peux gagner 2 ou 3% de plus. Non, je voulais être maître de ça, je voulais être maître de ma réussite, et c'est comme ça que je vois l'entreprise. Ouais, en tout cas, l'entrepreneuriat. La troisième question, justement, c'était un peu en lien. Penses-tu que tu aurais pu t'épanouir dans le salariat? Honnêtement, non. J'ai été salarié 4 jours. À la sortie de mes études, j'ai trouvé un job, un bon job, bien payé, dans un univers qui me plaisait bien parce que c'était dans le sport. Et j'y suis allé le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. J'avais justement cette frustration de ne pas prendre mes propres décisions, d'avoir quelqu'un qui me dit, voici ce qu'est ton planning, voici où est-ce que tu dois aller, voici ce que tu dois faire. Et alors, on pourrait imaginer que c'est de la prétention, parce qu'à l'époque, j'avais quoi? J'avais 21, 22 ans. Donc, évidemment que j'avais pas le niveau pour pouvoir justement prendre ses propres décisions-là. Mais j'avais l'ambition de pouvoir le faire. Et en fait, c'était ça qui était le gros truc, c'est que j'avais l'ambition de le faire. Et encore une fois, je préférais tomber tout seul
que de tomber à cause de quelqu'un. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, le salariat, c'est vraiment pas fait pour moi. Cette sécurité que offre le salariat ne m'intéresse pas. C'est pas quelque chose que je recherche. Pour vous dire, hein, quand j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale, je louais mon propre matelas, enfin mon propre lit, dans mon appartement que j'habitais à Paris. Et moi, je dormais sur le canapé. C'est pas du tout pour faire pitié ou quoi que ce soit, parce qu'à l'époque, je le voyais pas du tout comme ça. Je trouvais que c'était malin. Je me trouvais presque intelligent parce que je payais pas de loyer à Paris. Je me le faisais financer finalement par les venues Airbnb. Et donc, il y avait des copains qui me disaient, mais mec, t'es fou, c'est quoi ces conditions de vie? Et moi, j'adorais ça parce que je me disais, mais attends, je vis à Paris, je vivais dans le 11e arrondissement, dans un 30 mètres carrés, et je payais pas de loyer. Donc, je trouvais ça déjà une sorte de hack de la vie. Et donc, j'ai su très vite que ça, c'était plus un comportement d'entrepreneur qu'un comportement de salarié. Mais, et c'est ça qui est important, je pense, j'ai absolument rien contre le salariat. Je trouve que c'est même hyper noble. Je pense que ça correspond à des gens, à des profils de personnes qui seront pas faites pour être entrepreneurs. Aujourd'hui, on glorifie un peu trop l'entrepreneuriat à mon goût, et en fait, on envoie des gens dans le mur parce que c'est pas fait pour eux, c'est pas fait pour leur caractère. Et du coup, pour moi, je considère que c'est vraiment un mix. Il y a deux profils, quoi. Il y a des entrepreneurs, il y a des salariés, et les salariés sont hyper utiles parce que sinon, les entrepreneurs ne peuvent pas faire grandir leur entreprise. Donc c'est vraiment en fait un jeu, c'est comme un entraîneur de foot avec des joueurs. Sans joueur, l'entraîneur est rien. Et en même temps, sans entraîneur, bah, les joueurs, ils peuvent vite partir à volo. Donc c'est vraiment une sorte de partenariat et pour moi, c'est ça qui est important. Donc arrêtons de blâmer le salariat, arrêtons d'idéaliser l'entrepreneuriat. Les deux sont faits pour cohabiter. Alors, quatrième question, quelle est ta plus grande peur en tant qu'entrepreneur? Alors pour moi, c'est vraiment de décevoir ceux qui m'ont fait confiance, que ce soit mes clients, que ce soit mes salariés, que ce soit mes partenaires, mes fournisseurs, etc. Je me nourris vraiment de la relation que j'ai avec les gens, de l'estime en fait que les gens ont vers moi et que j'ai vers eux. C'est pour moi hyper important. Je reste quelqu'un de très terrien. J'ai été encore une fois élevé dans une famille où voilà, il y avait des valeurs humaines, des valeurs de famille, de partage. Et pour moi, l'honnêteté et cette transparence est super important. Et quand je me rends compte que, par exemple, quelqu'un qui avait une confiance en moi est en train de la perdre, c'est quelque chose qui me fait énormément de mal. Et en fait, je me suis rendu compte, au fur et à mesure du temps, avec l'expérience, que de temps en temps, j'avais des gens qui étaient déçus et c'était pas toujours de ma faute. Ça pouvait l'être. J'ai évidemment fait des erreurs, je me suis trompé, je me suis des fois engagé sur des choses que je pouvais pas faire. Maintenant, j'évite au maximum de le faire. Je préfère perdre un client que de faire des fausses promesses. Par contre, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des gens, surtout quand on était comme ça, consultant ou agence, etc., qui avaient des attentes qui étaient impossibles à combler. Et du coup, qui, quoi qu'il se passe, allait amener de la déception et donc allait mettre cette charge mentale qui était négative. C'est pourquoi aujourd'hui, j'essaye au maximum de choisir mes clients. Alors, je sais que c'est pas toujours facile, surtout quand on débute. Au bout d'un moment, comme moi, alors c'est un grand mot, hein, je veux pas être prétentieux à ce niveau-là, mais je peux me permettre un petit peu plus de choisir mes clients, je peux me permettre de dire non. Et quand j'ai un premier call avec les gens, que je sens que ça se passe pas très bien, que je sens qu'on va pas être super aligné en termes d'attente, de résultats, etc., je préfère dire non parce que justement, ça m'évite de perdre cette confiance vis-à-vis de quelqu'un. Et je me suis rendu compte que les gens respectaient beaucoup plus un non que un oui sur lequel tu n'étais pas capable de délivrer. Donc ouais, c'est ça ma plus grande peur en tant qu'entrepreneur. Alors, cinquième question, qu'est-ce qui te motive à te lever le matin? Franchement, je crois pas beaucoup à la motivation. En fait, j'ai pas besoin de motivation pour me lever le matin. Je dois me lever. J'ai des choses à faire, j'ai des tâches à remplir, j'ai des employés qui m'attendent, j'ai des clients qui ont envie que je fasse des choses. Et c'est la seule chose qui finalement qui doit me sortir du lit. Je suis pas motivé tous les matins, c'est pas vrai. Il y a des matins sans, il y a des matins où tu te lèves avec un mal de tête, il y a des matins où t'as pas envie de te lever tout simplement, mais pour autant tu dois le faire. Et en fait, pour moi, il faut faire attention à cette notion de motivation. Il y a une vraie différence entre motivation et détermination. Pour moi, c'est plutôt la détermination qui va vous faire avancer plus que la motivation. Encore une fois, la motivation, vous pouvez la perdre, la détermination, vous devez l'avoir en vous. Et moi, je suis déterminé à réussir ma vie professionnel, personnel, déterminé à offrir une belle vie à ma femme, à ma famille, à mes enfants peut-être plus tard, déterminé à satisfaire mes clients, déterminé à aider mes consultants, mes employés, etc., à grandir, à prospérer. Donc c'est vraiment plus ça qui me motive finalement que la motivation pure par un objectif tel. Donc voilà, pour moi, motivation, détermination, grosse différence, soyez déterminés. La motivation, ça va, ça vient. C'est un petit peu comme le bonheur. De temps en temps, vous l'êtes, de temps en temps, vous ne l'êtes pas.
Pour moi, ce qui compte, c'est la détermination plus que la motivation. La motivation, ça va, ça vient, ça fluctue selon le temps, les planètes, plein de choses. La détermination, ça doit être ancré en vous et ça doit vous mener à votre objectif. Alors, quelle a été la décision la plus difficile que tu aies prise dans ta carrière? Clairement, ça a été de me séparer d'un employé, enfin d'une personne que j'aimais beaucoup. C'était un ami avec qui je travaillais depuis longtemps, que j'avais un petit peu eu envie d'aider finalement avec mon entreprise, à qui j'avais essayé de trouver un rôle pour que je puisse le payer, pour qu'il puisse un petit peu se sortir pas de sa galère, mais de sa situation du moment. Et en fait, ça a été une erreur parce que je l'ai pas du tout recruté pour une compétence particulière, mais pour l'aider. En fait, il n'avait pas la compétence pour laquelle je l'attendais. Et au bout d'un moment, ça crée une frustration totale de son côté, du mien, parce que lui, je pense qu'il essayait de faire le maximum, mais bon, il n'y arrivait pas. Il essayait de se former, mais ça n'allait pas au rythme que moi j'attendais. Et de mon côté, justement, j'étais frustré parce que je me disais, mais attends, je t'ai fait confiance, je t'ai donné de l'argent, comment tu arrives à ne pas t'en sortir? En fait, quand je m'en suis séparé, ça a été douloureux pour moi, pour lui évidemment. Mais j'ai compris un truc, c'est que si je devais l'aider moi en tant que personne, pas moi en tant qu'entrepreneur. Parce qu'en fait, mon entreprise et ma personne sont deux choses complètement distinctes. Mon entreprise, elle a des objectifs, elle doit recruter des gens talentueux et des gens qui lui permettent d'avancer. Moi, en tant qu'homme, je peux aider des gens dont j'ai envie, mes amis, ma famille, des étrangers. Et c'est vraiment deux choses complètement distinctes. Donc la chose que je referais, c'est que je n'essaierai jamais de réaider quelqu'un via l'entreprise. Je ferai confiance à des compétences, je ferai confiance à des qualités. Et si je dois aider quelqu'un, ça sera sur mon temps perso, sur mon argent personnel. Et ça sera beaucoup plus sain parce que j'aurai aucune frustration. Alors, la 7e question. Comment décrirais-tu ton style de management ou de leadership? Alors, la vérité, ça a été un fardeau pour moi pendant longtemps parce que ma première agence, je l'ai plantée à cause de mon management. J'étais complètement contrôle freak, je voulais avoir un regard sur tout, je faisais pas vraiment confiance aux gens, je faisais pas confiance aux horaires, à tout ça. Et ça a été catastrophique. Clairement, la boîte, elle a planté à cause de moi, à cause de ça. Et du coup, pendant longtemps, pendant 6-7 ans, j'ai été freelance. Et pour moi, je ne pensais qu'il fallait jamais que je me remette justement en tant qu'entrepreneur avec des employés, avec des salariés, avec des gens en fait, avec qui j'allais avoir un rôle de manager. Puis finalement, quand j'ai lancé Boost Conversion, ça a grandi plus vite que ce que j'imaginais. J'ai pas eu le choix que de m'y remettre et du coup, je me suis dit, go et on va voir comment ça se passe. Et du coup, je me suis dit, cette fois-ci, je vais pas essayer d'être quelqu'un d'autre que ce que je suis. Moi, je suis quelqu'un qui aime la liberté, je suis quelqu'un qui aime quand on lui fait confiance. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de donner exactement la même chose. Donc, je suis quelqu'un qui va plutôt laisser de l'autonomie aux gens. Je suis quelqu'un qui va plutôt faire confiance. Je vais pas regarder tout ce que tu vas faire derrière toi. Si tu ne me demandes pas de regarder, je vais pas spécialement regarder. Et je considère que voilà, si demain tu fais une erreur, on va pouvoir la corriger ensemble. Peut-être que ça va pas me faire plaisir si c'est une erreur grossière. Mais bon, ça j'évite, les process, plein de choses comme ça pour éviter ce genre d'erreur. Et après, j'essaye justement de laisser cette liberté aux gens pour qu'ils puissent s'exprimer. Et quand ils me demandent, évidemment, je suis là. Mais s'ils ne me demandent pas, je considère qu'ils savent, qu'ils n'ont pas de doute. Et dans ce cas, ils peuvent avancer. Un des faits aussi qui m'a beaucoup soulagé, c'est que très vite, j'ai recruté des gens très bons. Mon objectif, c'était justement plutôt d'être d'égal à égal plutôt que d'être un formateur. Et du coup, c'est des gens qui, à chaque call, m'apprenaient des choses, etc. Donc, en fait, j'avais une liberté beaucoup plus forte de me dire, j'ai pas besoin de regarder ce qu'ils ont fait parce qu'en fait, ils sont peut-être meilleurs que moi sur tel et tel endroit. Donc, j'ai pas à leur dire ce qu'il faut faire. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et du coup, ça a formé finalement ce management que j'ai aujourd'hui. Et donc, je sais exactement les profils que je dois recruter aujourd'hui, plutôt autonomes, plutôt des gens qui prennent des initiatives et qui sont prêts à avancer sans qu'on leur donne une guideline, sans qu'on leur donne une liste de to-do à faire absolument. Alors, quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? C'est difficile d'en donner un parce qu'on m'a donné plein de conseils et donc il faudrait faire une hiérarchie. Mais il y en a un qui m'a quand même beaucoup touché parce qu'il m'a été donné assez tôt, c'est ce que tu apprends, partage-le aux autres avec passion et tu en récolteras les fruits. C'est un conseil qui m'a été donné par Jérôme Béglé, qui à l'époque était patron du magazine Le Point, que j'avais rencontré dans une expérience professionnelle quand j'étais en stage. Et en fait, je lui parlais des réseaux sociaux, c'était en 2012, et il m'a dit, écris un article dans Le Point. Évidemment, je lui ai dit, pas du tout, j'ai 8 sur 20 au bac de français, je suis incapable d'écrire. Et en fait, il m'a dit, mais s'il est pas bon, je le publierai pas. Parce que je suis directeur de la rédaction aussi, donc je ne publierai pas quelque chose de mauvais. Donc essaye et on verra. Et la vérité, c'est que j'ai mis plus de
4 jours, je crois, à écrire cet article qui n'était pas si long que ça. Mais bon, je voulais être sûr que ce que je racontais avait de la valeur. Et finalement, je lui ai envoyé, il l'a posté et ça a plu. Et ça m'a complètement libéré de choses. C'est que je me suis dit, bah, en fait, c'est vrai, je sais des choses. Peut-être qu'il y a des gens à qui je vais pas apprendre grand-chose, mais peut-être qu'il y en a d'autres à qui je vais apprendre des choses. Et donc, il faut que je me libère de ça. Parce que finalement, si j'ai passé du temps sur une compétence, sur un sujet, bah, peut-être que ce temps-là, d'autres sont prêts soit à l'acheter en termes financiers, soit juste à prendre de leur temps pour que je leur fasse une sorte de résumé, une sorte voilà, ouais, une sorte de résumé, quoi. Et du coup, ça m'a vraiment décomplexé. Derrière, j'ai écrit des livres, j'ai animé des émissions, j'ai animé des podcasts, j'ai fait des conférences, j'ai lancé ma boîte, etc. Parce qu'en fait, je me disais toujours, bah, il y a peut-être des gens qui trouveront que je suis pas assez intelligent, mais il y en a d'autres qui trouveront que ça suffit pour eux. Et finalement, ça me va très bien. Et aujourd'hui, bah, finalement, plus je grandis, plus je vois que j'intéresse des marques de plus en plus grosses, des entrepreneurs de plus en plus gros, je me dis que ça va finalement, je suis peut-être sur le bon chemin. Alors, la neuvième question, quelle a été ta plus grande réussite professionnelle? Ça a été d'arrêter de chasser un objectif qui n'était pas le mien. Depuis mon plus jeune âge, je me biberonne aux aventures entrepreneuriales des autres. Et du coup, j'ai toujours eu cet effet un peu de comparaison, de me dire, ah bah tiens, lui, il a réussi à avoir ça, lui, il a réussi à avoir ça. Je me souviens quand j'étais un peu plus jeune, bah, par exemple, c'était Zuckerberg dont on parlait énormément. Et je me disais, mais comment lui, il réussit ça à son âge, alors que moi, j'ai rien fait, j'ai pas d'argent, j'ai pas de réussite, ma boîte, elle marche pas, etc. Donc j'étais toujours dans la comparaison. Et donc, ça m'a beaucoup frustré et ça m'a beaucoup tiré vers le bas. Plutôt que finalement de se dire ça m'a inspiré, non, ça me tirait plus vers le bas qu'autre chose. Parce que ça me donnait une sorte de ligne à suivre, sauf qu'en fait, bah, chacun son destin, quoi. Zuckerberg, il a eu un destin incroyable, et en fait, il y a plein d'autres gens qui ont des destins incroyables, mais qui sont différents. Et aujourd'hui, ça a été vraiment ça qui finalement a réussi à me libérer et à faire en sorte que je sois le garçon que je suis aujourd'hui. C'est que j'essaye pas de suivre le destin de quelqu'un d'autre, j'essaye pas d'être quelqu'un d'autre, j'essaye d'être moi-même avec mes forces, avec mes faiblesses, avec mon passé, avec mon histoire, avec mes qualités, avec mes défauts. Et finalement, j'avance comme ça et donc je ne regarde plus que moi. J'essaye de ne regarder que moi et j'essaye de me dire, est-ce que je suis meilleur qu'hier? Est-ce que j'ai fait mieux que l'année dernière? Et peut-être qu'il y a des années où je ferai moins bien. Mais en fait, si je donne tout ce que j'ai à donner, eh ben, j'aurai pas de frustration. Et c'est pas qu'une question de quantité, c'est qu'aussi il y a des moments dans la vie où, bah, par exemple, tu vas avoir d'autres priorités, bah, un enfant, un nouveau, des problèmes familiaux, des problèmes de santé, etc. Et c'est de se dire, bah, comment dans ce spectre-là, j'arrive à donner ce que je peux donner et de ne pas avoir de frustration, de me dire, ah, mais j'aurais pu faire plus, etc. Et ça, c'est vraiment ma fierté aujourd'hui, c'est d'avoir trouvé en fait cette quiétude qui me permet justement d'avancer, d'être ambitieux. Et bizarrement, depuis que je fais ça, bah, je réussis encore mieux. Donc bah, ça, c'est un bon conseil que je peux vous donner. La 10e question, comment concilies-tu vie professionnelle et vie personnelle? Alors déjà, je ne crois pas à la vie pro et à la vie perso. Je crois qu'on a tous une seule vie et à l'intérieur, on doit mêler nos activités professionnelles et nos activités personnelles. Et donc, c'est vraiment un cheminement des deux, c'est pas l'un et l'autre. Je pense que ceux qui essayent de séparer les deux, c'est une erreur. Je pense qu'il y a des moments dans lesquels on est plutôt professionnel, il y a des moments dans lesquels on est plutôt personnel. Mais tout ça doit servir un seul objectif, c'est votre vie entière, c'est votre vie à vous, c'est celle que vous devez mener avec vos propres objectifs. Justement, qu'ils soient perso ou qu'ils soient pro, tout ça est un mélange parce que finalement, si je travaille, c'est pour que je puisse passer des bons moments personnellement, c'est pour que je puisse être à l'aise. Si je prends soin de moi, je fais du sport, je mange bien, c'est aussi pour que mes performances professionnelles soient bonnes. Donc c'est vraiment tout ça. Mais la vérité dans tout ça, c'est que j'ai beaucoup appris grâce à une personne extraordinaire qui est dans mon entourage, qui est ma femme, avec qui je suis marié maintenant depuis 5 ans et que j'aime plus que tout, et qui a réussi justement à me guider pour que je puisse prendre les bonnes décisions justement sur l'équilibre entre ces deux pans de ma vie pour en faire justement un seul pan et me faire avancer dans le bon sens. Donc je pense que c'est vraiment ça qui est super important, c'est aussi de trouver cet équilibre avec les gens qui sont autour de vous, parce que la vérité c'est que si demain j'étais célibataire, il y a de grandes chances, malheureusement, je pense, que ma vie professionnelle, ou en tout cas mes activités professionnelles, prennent beaucoup plus de place parce que finalement c'est comme ça que j'occuperai les journées majoritairement et donc voilà, je retomberai un peu dans ce défaut-là, mais c'est bien
parce qu'elle me sert finalement de balance. Et souvent, quand je parle du travail, on pourrait croire que je suis un peu un drogué, et la vérité, c'est que c'est pas loin d'être ça. Si je parlais de drogue dure, ça marcherait aussi, mais j'essaye de me soigner, c'est déjà pas mal, non? Alors, la 11e question, quelle est la qualité à avoir si tu entreprends? C'est difficile d'en choisir une seule. J'ai plutôt envie de dire c'est un cocktail de 3 qualités qui sont très communes, donc c'est pour ça que ça marche comme réponse. La première, c'est le courage. Le courage parce qu'en fait, c'est pas facile d'entreprendre. Il faut arrêter de croire au succès du jour au lendemain, etc. 80% au moins des entrepreneurs ne gagnent pas d'argent, ne gagnent pas 1 euro, voire sans dette. Et quand ils arrêtent leur entreprise, ils n'ont pas le chômage, ils n'ont aucune aide, etc. Donc c'est vraiment difficile. Donc il faut vraiment une force et un courage incroyable pour entreprendre. Et c'est pour ça que moi, j'admire vraiment les entrepreneurs pour ça, parce qu'il faut vraiment être courageux. Ensuite, il faut justement cette ténacité, parce que aucun succès n'arrive du jour au lendemain. Ça n'existe pas. Vous voyez ça que dans les films ou dans les magazines, mais ce n'est pas vrai. En fait, on oublie derrière ces succès un peu rapides que derrière il y a peut-être eu une éducation, qu'il y a peut-être eu des échecs auparavant. Enfin, il y a eu des échecs auparavant, c'est obligatoire. Et donc, il faut être capable de revenir à chaque fois sur le devant de la scène. Et puis après, justement, en parlant d'échecs, je pense qu'il faut être résilient. Résilient parce qu'en fait, il va falloir faire face à l'échec, dire à ses amis, en fait, j'ai pas réussi. Quand ils vont vous dire alors, elle en est où ta boîte? Elle a pas décollé. J'ai dû licencier des gens, etc. Donc c'est pas facile. Et donc il va falloir être résilient pour repartir à chaque fois de l'avant et essayer de faire avancer les choses. Et vous voyez, moi aujourd'hui, ça se passe plutôt bien avec Boost Conversion, mais derrière, il y a 5-6 échecs de projets, soit qui n'ont pas été au bout, soit qui ont été, mais où ça s'est mal passé, où j'ai dû fermer la boîte, etc. Donc, ne croyez pas à tout ça. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que la plupart des entrepreneurs à succès ont planté 1 boîte, 2 boîtes, 3 boîtes avant. Et la plupart des VC, d'ailleurs, préfèrent quand les gens ont déjà entrepris parce qu'ils ont appris plein de choses. Donc, vous voyez, pour moi, c'est vraiment ça. Courage, ténacité, résilience. La dernière question de cette vidéo, quelle est la leçon la plus importante que tu aies apprise en affaires? C'est d'être patient. J'étais un éternel impatient. Je voulais que tout aille vite. Je voulais que les gens puissent être à mon service, entre guillemets. Quand j'envoyais un mail, j'attendais une réponse. Quand je voulais postuler à quelque chose, je voulais qu'on me dise oui tout de suite. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas du tout comme ça. Et c'est vrai qu'on a été biberonnés aux réseaux sociaux, etc., à nous faire croire que tout va vite. On nous dit qu'on peut aller à l'autre bout du monde en quelques heures et tout ça. Mais sauf que, par exemple, quand vous devez prendre un visa, vous allez attendre. Et la vie, c'est ça. Il va falloir à un moment être patient, savoir que la personne en face de toi, elle a aussi ses objectifs, elle a aussi son timing, elle a aussi vraiment sa temporalité, et que tu peux pas faire en sorte que tout aille à ton rythme. Donc, il faut savoir être patient, il faut savoir s'accrocher, il faut avoir une vision, il faut être clair dans sa tête, et faire en sorte que, justement, les choses avancent au fur et à mesure. Et en fait, au bout d'un moment, c'est comme en investissement boursier, au bout d'un moment, vous allez avoir les intérêts composés finalement qui vont faire le travail et qui vont vous faire gagner beaucoup. Pour vous donner un exemple, moi sur LinkedIn, j'ai commencé à être très efficace à partir de août 2022. Je postais quasiment tous les jours et j'ai eu aucun résultat pendant 7, 8 mois, 10 mois. Et en fait, au bout d'un moment, les gens, ils ont commencé à me voir, ils ont commencé à m'identifier sur une problématique, sur une thématique, parce que finalement, je répétais les messages un petit peu habituellement. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir des gens que je connaissais pas, qui me taguaient en disant tiens, un tel cherche un expert CRO, j'ai pensé à toi Sébastien, etc. Et là en fait, voilà, les effets boule de neige, les intérêts composés commencent à faire leur travail. Et là d'un coup, boum, au bout d'un moment, aujourd'hui, j'ai quasiment tous les jours des gens qui prennent rendez-vous dans mon agenda et je fais avancer la boîte comme ça. Donc s'il vous plaît, faites preuve de patience, cultivez cette patience. C'est un peu comme un jardin. Si vous cultivez des tomates et que dès qu'elles commencent à être rouges, vous les arrachez, elles seront jamais mûres. Et dans le business, c'est la même chose. Attendez que ça mûrisse et vous verrez, les tomates que vous allez cueillir, elles seront incroyables. Et c'est ça qui est important. Voilà, j'ai pris le temps de répondre à ces 12 questions, je crois. J'espère que ça vous a été utile, j'espère que vous en avez appris plus sur moi et que peut-être ces questions, vous pouvez aussi vous les poser à vous parce qu'elles sont, je pense, très intéressantes et elles doivent vous aider à y voir peut-être plus clair sur votre vision d'entrepreneur. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Sébastien Tortu. Ciao!